de l'actualité donc de ce mardi. Et au local, l'amant et la veuve jugés pour une mort sauvage, un procès qui débute aujourd'hui. 4 ans après la mort de Paul Misley, tué d'un coup de fusil harpon et de 20 coups de couteau à la Grande Motte, la cour d'assises juge à partir de ce matin et pendant 4 jours Franz Diegelmann et Diane Misley. Le premier, 44 ans, est soupçonné d'avoir assassiné le commerçant de 60 ans qui, cette nuit du 21 avril au 22 avril 2007, sortait d'un club échangiste avec son épouse. Et cette dernière, 43 ans, ex-maîtresse de l'accusé, comparée pour complicité d'assassinat après avoir bénéficié initialement d'un non-lieu. C'est autour de la personnalité complexe de Diane Misley que se situera le cœur du procès. En effet, Franz Diegelmann a reconnu avoir tué son rival de cœur, lui qui entretenait une liaison avec la femme du commerçant depuis 18 mois, mais il affirme qu'elle aurait manipulé. Ouais, un procès qui n'est pas sans rappeler le procès Bissonnet, hein, qui avait fait la une à Montpellier il y a quelques mois. On parle d'une journée internationale et surtout intersyndicale à Montpellier sur le travail et sa pénibilité. Le jeudi 28 avril, une intersyndicale montpelliéraine réunissant la CGT, CFDT, UNSA, FSU et SUD s'associera à une journée internationale consacrée à la pénibilité au travail. Autrement dit, à ces conditions de travail qui tendent à se détériorer tant dans le public que dans le privé, de façon dommageable pour le salarié mais aussi pour l'entreprise elle-même, un thème qui devrait se retrouver au centre du prochain défilé du 1er mai, dans lequel on devrait également revendiquer une augmentation générale des salaires. On assiste à la généralisation des primes au sein des entreprises, une politique qui laisse de moins en moins de place au collectif, déplorent les syndicats. En revanche, ils se félicitent des avancées réalisées localement dans plusieurs entreprises suite à de longues luttes syndicales. Et on peut se féliciter aussi de la conquête de l'espace par un petit morceau, on va dire, de la conquête de l'espace par des laborantins, des chercheurs montpelliérains qui auront un morceau de leurs travaux dans l'espace bientôt. Le 29 avril 2011 sera une date importante pour les chercheurs du laboratoire Univers et Particules de Montpellier. En effet, le détecteur de particules AMS-2 va décoller du Kennedy Space Center à bord du vol 134 de la navette Endeavour à destination de la Station spatiale internationale. Des membres du laboratoire montpelliérain ont participé à la réalisation de cet appareil qui a mobilisé plus de 600 personnes venues de 16 pays. À l'origine, c'est le prix Nobel de physique de 1976, Samuel Ting, qui en 1995 a lancé l'idée d'un détecteur de particules de rayonnement cosmique situé dans l'espace. AMS-2 va exploiter l'environnement de l'espace pour faire avancer la connaissance sur la structure et l'origine de l'univers. Il recherchera l'antimatière manquante, explorera les origines de la matière noire et mesurera avec la plus grande précision la composition des rayons cosmiques. Une fois dans l'espace, l'engin sera placé sur la station spatiale. Reste que le lancement se déroule sans accroche. On est anxieux, il a déjà été reporté, il était initialement prévu en 2008, conclut l'ingénieur du CNRS. Christian Lacroix signe la déco pour les abris tram de la ligne 3 à Montpellier. Le couturier arlésien va faire la déco de 24 arrêts de la ligne de tram numéro 3, en plus de son travail de design sur les rames de la ligne 4 du tramway. Il avait déjà pris en charge le look de cette ligne. Le couturier va donc décliner quelques-uns de ses motifs favoris, fleuris et colorés pour aiguiller des équipements parfois austères. La ligne 3 affichera une longueur de 22 km et traversera 4 communes. Elle a été pensée pour une fréquentation de 77 000 passagers par jour. On passe au national, les salaires des fonctionnaires seront gelés jusqu'en 2012. Ils seront gelés en 2012, à partir de 2012. Ils sont déjà gelés. Le ministère de l'économie va annoncer le gel des salaires dans la fonction publique, une mesure que le ministère avait déjà prise en 2011, ce qui fera de 2012 la deuxième année consécutive sans augmentation. Ce gel est motivé par le souci de rigueur budgétaire. En revanche, les agents de l'État se verront à nouveau reverser en 2012 la moitié des économies liées aux suppressions de postes, soit environ 600 millions d'euros. Une vingtaine de millions d'euros pourraient également être distribués sous forme d'aide au logement ou à la garde d'enfants. L'augmentation du SMIC. Comme annoncé hier, le salaire minimum français sera probablement augmenté de 2% le 1er juillet, a déclaré hier donc, la ministre des Finances Christine Lagarde. La règle de valorisation automatique prévoit une hausse si l'indice des prix hors tabac progresse d'au moins 2%, ce qui pourrait, selon des économistes, intervenir dès le 1er juin. Rappelons que 3,5 millions de personnes sont concernées, soit environ 15% des salariés. Ouais, Christine Lagarde qui est aussi revenue sur la prime de 1 000 euros. Elle souhaite que le montant de la prime exceptionnelle proposée par François Baroin soit négocié entre les patrons et les représentants des salariés. Elle a déclaré qu'elle n'était pas favorable au caractère obligatoire du montant du projet de prime. D'après elle, il est très important que les montants soient négociés entre les patrons et les représentants des salariés.
Pour le MEDEF et sa présidente Laurence Parisot, il s'agit d'une bonne nouvelle. Par contre, les syndicats des salariés restent sceptiques. Ils fustigent une prime qui ne concernera pas des millions de salariés, la mesure ne devant s'appliquer ni aux services publics ni aux entreprises ne distribuant pas de dividendes ni aux sous-traitants. Prix record la semaine dernière pour le baril de pétrole. Les prix de l'essence ont battu un nouveau record historique en France, le super samplon atteignant 1,53 € par litre en moyenne la semaine du 11 avril. Les prix à la pompe se sont envolés ces derniers mois, notamment en raison des troubles politiques en Libye et au Moyen-Orient, qui ont provoqué une flambée des cours du pétrole brut. Cigarettes, les images chocs sur les paquets arriveront dès demain. Mercredi, les distributeurs devront apposer sur tous leurs paquets de cigarettes des images chocs destinées à dissuader les fumeurs. Ces images souvent difficiles ont été choisies pour enrayer la progression du nombre de fumeurs. Elles sont, avec l'augmentation fréquente du prix du paquet, un levier essentiel dans la politique anti-tabac menée par de nombreux gouvernements à travers le monde. Le Canada a été le précurseur en la matière en 2000. En Europe, la France adopte la même législation que la Belgique, l'Irlande, la Roumanie ou la Grande-Bretagne. Les photos sont sur le verso du paquet et occuperont 40% de la surface. Le cadre noir avec les messages comme « Fumez-tu » restera sur le devant. L'efficacité de ces images est largement discutée, mais l'Organisation mondiale de la santé affirme qu'elles ont permis de faire baisser le nombre de fumeurs en évitant à beaucoup d'enfants de commencer. À l'international, de fortes tensions entre la France et l'Italie au sujet de l'immigration. Selon la Commission européenne, la France avait raison de bloquer le trafic ferroviaire avec l'Italie ce week-end. Elle a donné raison à Paris alors que la tension est montée d'un cran avec Rome. Dimanche, les autorités françaises ont en effet suspendu durant 6 heures la circulation de tous les trains italiens depuis Ventimiglia, une commune frontalière, pour éviter qu'un convoi de migrants tunisiens ne traverse la frontière. Le gouvernement de Berlusconi accuse Paris d'avoir violé des principes européens, mais pour Bruxelles, la France avait le droit de bloquer le trafic pour des risques de désordre public. Le ministre de l'Intérieur italien Roberto Maroni a soutenu implicitement l'appel au boycott des produits français lancé par son parti anti-immigré, la Ligue du Nord. Une nouvelle constitution jugée liberticide en Hongrie. Le Parlement hongrois a massivement approuvé une nouvelle constitution, tandis que plusieurs milliers d'opposants ont défilé pour protester contre des mesures jugées discriminatoires envers les athées, les homosexuels et les familles monoparentales. Vivement contestée par l'opposition socialiste, les syndicats et une frange de la société civile, la nouvelle loi fondamentale introduit de nouvelles références à la religion et à la famille, en rappelant le rôle du christianisme dans l'histoire millénaire de la Hongrie. Autre mesure âprement combattue par les associations gays et lesbiennes, un passage du texte précise que la Constitution protège le mariage, considéré comme l'union de base la plus naturelle entre un homme et une femme seulement. La nouvelle Constitution revient également sur le droit à l'avortement. En visite à Budapest dimanche et lundi, le secrétaire général des Nations Unies Ben Ki-moon a incité les autorités hongroises à consulter les institutions internationales. Puis on revient aussi sur la situation en Serbie où des manifestants réclament des élections anticipées. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Belgrade à l'appel du principal parti opposition pour réclamer la tenue d'élections anticipées. La manifestation dans la capitale serbe est organisée par le Parti serbe du progrès, parti de droite nationaliste. Les élections sont normalement prévues pour mai 2012, mais le parti souhaite qu'elles se tiennent le 18 décembre de cette année. Le gouvernement refuse cette échéance, estimant que la Serbie ne peut pas entrer en campagne électorale à l'automne, alors que les autorités espèrent obtenir d'ici la fin de l'année le statut de candidat à l'Union européenne. Le parti nationaliste arrive en tête dans les intentions de vote selon plusieurs sondages parus récemment. Le nouveau parti cherche à attirer à lui tous les mécontents de la situation économique actuelle. En Libye, Kadhafi serait en exil, mais on ne sait où. Non, l'administration américaine réfléchit à un exil de Kadhafi. D'accord. Et l'hypothèse privilégiée serait l'exil du dictateur vers un pays africain, mais non signataire du statut de Rome qui créa la Cour internationale de 1998. 21 pays n'ont pas signé cette convention. La Mauritanie, le Soudan et le Zimbabwe seraient susceptibles de l'accueillir. Sur le terrain, statu quo entre loyalistes et rebelles. Les forces pro-Kadhafi ont avancé à l'est vers la ville d'Ajdabiya, mais les rebelles ont repoussé l'attaque. Ils continuent aussi de résister à Misrata où les combats ont été très violents. Londres a annoncé son intention d'évacuer 5000 travailleurs étrangers de cette ville. Le Premier ministre David Cameron a répété qu'il n'était pas question d'une invasion ou d'une occupation, alors que le président français de la Commission des Affaires étrangères réclamait à l'OTAN l'envoi de forces spéciales au sol pour éviter un enlisement. Je te remercie Clément, on va faire juste un petit point sur la météo. Aujourd'hui, il fera soleil avec une température de 10 degrés ce matin et 22 cet après-midi. Merci, on te retrouve pour le rappel des titres.